Privet, c'est Johanna Swan. Comment la précarité ferme l'accès au logement? Si jamais vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et ainsi de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez avoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. La précarité financière est caractérisée par une fragilité au niveau des finances, donc des revenus qui sont variables. Le SMIC en France, pour un temps plein de 35 heures, est de 1 200,92 € net par mois, soit 1 521,22 € brut. Selon la Croix, en France, entre 5 et 8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 026 € par mois. Les jeunes, les femmes, les agriculteurs sont les plus touchés en raison de leurs activités dites précaires. Le seuil de pauvreté est défini selon un pourcentage de niveau de vie médian. Donc, sont pauvres les personnes qui vivent avec moins de 50% ou 60% de cette médiane. Donc, être pauvre signifie donc de vivre avec moins de 1 026 € par mois et par personne pour le seuil à 60% ou moins de 855 € pour le seuil à 50%. Alors voici la liste des différents types de contrats qui ferment l'accès au logement. Donc tout ce qui est profession libérale, tout ce qui est auto-entrepreneuriat, tout ce qui est intérim, tout ce qui est CDD, tout ce qui est stagiaire, apprenti et bien sûr les temps partiels, même si vous êtes en CDI. Alors il y a différents moyens de se loger. Donc on peut être logé chez les particuliers en louant une chambre tout simplement. Les foyers étudiants et des jeunes travailleurs. Les colocations, donc ça peut être une colocation de type avec un bail unique ou bien une colocation avec un seul bail où les personnes s'accordent à fournir la somme et payer justement le loyer. Donc c'est un bail qui peut avoir 2 personnes dessus. Malheureusement, si l'une des personnes n'a pas les moyens de payer sa part, l'autre en est tenu responsable et doit fournir les fonds. Contrairement à un bail individuel où il y a plusieurs justement locataires, chacun est responsable de sa part de loyer. Si l'autre ne paye pas, il n'en subit pas les conséquences. Il y a aussi la sous-location et donc le trafic des marchands de sommeil. Il y a les appart-hôtels, il y a l'hôtel tout simplement. Et il y a les plateformes de location saisonnier où il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces plateformes de location à l'année, faute d'avoir les garanties pour un logement fixe. Il y a aussi tout ce qui est van, véhicule ou camping-car, qui sont beaucoup utilisés justement pour se loger. On peut également se faire héberger gratuitement par des proches ou en échange de services. Un hébergement pris en charge par l'employeur, parce qu'il y a dans beaucoup de sociétés, pas forcément des expatriés, mais c'est des métiers qui nécessitent que les personnes soient sur leur lieu de travail assez rapidement. C'est le cas qui arrive par exemple pour tout ce qui est gardienne, conciergerie, ou bien par exemple les filles au pair lorsqu'elles font du babysitting et un petit peu de ménage. Il y a aussi bien sûr malheureusement ceux qui sont à la rue et qui ont des fois les accès à des douches publiques. Et le dernier c'est la location. Directement par soit un bailleur, ça peut être un bailleur social, ça peut être un bailleur privé, ça peut être de particulier à particulier, sans forcément passer par une agence, et bien sûr l'achat d'un logement. Alors il y a plusieurs aides en fonction du cas où vous vous trouvez. Donc si vous êtes plutôt dans la location, vous allez avoir les garanties Visal qui peut être proposées, ça vient d'Action Logement, qui permettent en fait d'être garant de votre logement. Mais vous devez remplir un formulaire en ligne en expliquant votre situation et vous disent que vous êtes garant pour un logement qui va jusqu'à tant en loyer. Donc avec votre situation, ils disent qu'ils se prêtent garant pour vous, mais par exemple pour un loyer de 800 €. Donc à vous de trouver justement un logement où le loyer n'excède pas les 800 € que Visal vous a octroyé en tant que garant. Et activer la garantie Visal. L'Action Logement vous permet aussi d'avoir une caution pour votre appartement. Sachez qu'elle est limitée à 1 200 €. Donc, il faut faire attention lorsque vous louez un logement meublé ou non meublé. Les garanties sont pas les mêmes en termes de préavis et les cautions. Donc, en règle générale, c'est 1 à 2 mois de caution. Généralement, on demande 2 mois de caution. Quand on a des problèmes de garantie, on dit bon, je vais vous donner 1 mois de loyer en caution en plus. Il y a aussi, si vous êtes plutôt dans
dans l'achat ou dans la location, vous avez la CAF qui peut vous aider. Donc la CAF, c'est avec les APL en tant que justement locataire. Donc soit l'APL est versée directement au bailleur ou au propriétaire, ou bien vous percevez la somme et vous devez leur fournir. Alors c'est très important que si vous recevez la somme, si jamais vous avez des retards, c'est de votre faute. Donc vous devez vous débrouiller pour trouver la somme si jamais il y a un problème dans votre dossier à la CAF. L'avantage de donner directement la somme au bailleur, c'est que vous n'avancez que votre partie. L'inconvénient, c'est que vous devez tout le temps vérifier que tout se passe bien, que des fois, le bailleur peut dire qu'il n'a pas reçu les fonds alors que la CAF dit qu'elle a fait le nécessaire, donc il y a besoin d'un suivi administratif assez important. Et l'autre possibilité avec la CAF, tout ce qui est APL, ALF et ALS, c'est des aides que vous avez si vous désirez accéder à la propriété. Ensuite, il y a le PTZ. Le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Il est effectué pour le neuf et pour l'ancien. Donc, il y a des conditions d'âge qui sont à respecter. Donc, c'est pour les primo-achats et pour les jeunes qui ont environ 25-30 ans. Et ça marche que pour les logements neufs, donc logements sur plan. Par exemple, lorsque vous achetez sur plan et que c'est pour vous un moyen d'accéder à la propriété parce que les frais notaires sont minimes. Donc l'inconvénient, c'est que vous allez commencer à payer un logement, une très petite partie qui va augmenter au fur et à mesure que les travaux se rapprochent de la fin et vous êtes quand même redevable de votre logement que vous avez déjà. Et souvent, il y a des délais de travaux qui s'éternisent. Donc c'est un peu un risque aussi d'acheter sur plan. Donc beaucoup sont locataires et décident d'accéder à la propriété en achetant sur plan et ils sont dans l'attente justement de la date de livraison de leur logement. Et le PTZ peut aussi être utilisé dans l'ancien, c'est en cas où il y a énormément de travaux qui sont à faire. Et bien sûr, si vous devez acheter, il y a toujours les prêts conventionnés qui ne marchent pas dans toutes les banques, donc il faut se renseigner. Pour les intérimaires, il y a des aides qui sont vraiment spécifiques, mais pour tout ce qui est prêt, mais pour le prêt immobilier, les aides en fait, elles ne permettent pas ce type de prêt. Et vous allez plutôt avoir des aides pour l'achat d'un véhicule ou des aides pour la location, mais pour accéder à la propriété, tout ce qui est FAST, c'est un service justement pour les intérimaires, il ne couvre pas le plafond justement pour l'achat immobilier. Ensuite, les avantages et les inconvénients à être en CDD ou en CDI. Les inconvénients, bien sûr, c'est la relation avec les banques. Donc, vous n'allez pas forcément toujours être pris au sérieux. Vous allez avoir des problèmes justement pour tout projet, que ce soit immobilier ou que ce soit pour l'achat d'un véhicule, vous allez avoir certains freins. Donc, c'est important de toujours avoir une réserve d'argent. Quand on est intérimaire, c'est mieux d'avoir un salaire de côté ou d'avoir des loyers payés d'avance puisque on est sur des fins de mission. Certes, on a des indemnités, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va retrouver un autre emploi. Et l'autre inconvénient aussi, c'est les délais d'attente de prise en charge de chômage sont beaucoup plus longs. L'avantage d'être en CDD ou d'être en intérim, c'est l'apport financier qui est beaucoup plus important. Donc certes, nos vacances, elles sont entre guillemets payées. Donc, c'est des primes supplémentaires parce qu'on a les 10% de précarité. Mais on est quand même bloqué dans tout ce qui est déménagement. Parce qu'il y a des aides aussi qui sont octroyées aux intérimaires pour le déménagement. Donc, la société fait que on est amené à se mettre en CDI pendant une période. Donc, on vend son dossier dans un CDI pour pouvoir avoir accès à un logement. Et ensuite, une fois qu'on a accès à ce logement, on se remet dans l'intérim. Moi, pour ma part, quand j'ai eu mon ancien appartement, parce que je viens de déménager, c'était un appartement que j'ai eu en location. J'avais fait en direct avec le propriétaire justement pour éviter les frais d'agence. Parce que l'appartement juste d'avant, il coûtait pas très cher, il coûtait environ 700 € par mois. Et les frais d'agence étaient supérieurs à un loyer. Et les frais d'agence, je crois qu'ils étaient de 1200 €. Et je trouvais ça aberrant de payer autant de frais d'agence pour un studio de 700 €. Et donc du coup, j'ai préféré voir en direct avec un propriétaire pour éviter ces frais. Donc moi, j'ai fait appel à la garantie Visale parce que j'avais un bon dossier, parce que je travaille et que j'étais en CDI, même si j'étais en période d'essai, mon dossier était passé. Et donc j'étais très contente. Et ce qui s'est passé, c'est que mon travail ne me convenait pas, donc j'ai changé de travail. Et pendant 18 mois, j'ai eu beaucoup de changements professionnels. Pendant les 18 mois où j'étais dans cet appartement, j'étais à la fois en CDI, intérim et CDD. Et j'ai toujours su payer mon loyer à temps
malgré qu'il était quand même assez cher, parce que je suis dans le 92. Et j'ai dû changer, allez, si je compte rien que cette année, j'ai travaillé dans 4-5 entreprises, plus 2 de l'année dernière, donc c'est énorme en 18 mois. Mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours enchaîné. J'ai fait des dossiers un peu partout, et je me suis rendu compte que en location, mon dossier ne passerait pas. Donc j'étais coincée dans ce logement. J'avais un logement avant où je savais que je ne pouvais pas partir parce que j'étais en intérim. Et c'était une certaine frustration de ne pas pouvoir quitter le logement puisque j'avais déjà fait cette expérience. Mon ancien logement avant que j'étais en intérim, j'ai eu parce que j'avais un garant. J'avais l'avantage d'avoir un très bon garant et j'ai pu avoir mon logement sans souci. Et là, j'avais juste la garantie Visale, etc. Et Visale s'est bien passé parce que j'étais en CDI. Et je me dis que si j'étais intérimaire, au moment où je cherchais cet appartement, je l'aurais pas trouvé. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ce logement. J'étais hébergée chez des amis et en contrepartie, je leur donnais une partie du loyer, mais les propriétaires, ils étaient au courant et que c'était juste quelque chose qui était temporaire pendant un mois que j'allais rester chez eux puisque on a dû payer plus de charges puisqu'on était beaucoup plus nombreux, donc plus d'électricité, etc. Donc parce que c'était un logement tout compris. Et j'ai eu cette chance, mais je sais que tout le monde n'a pas eu cette chance parce que je revenais de l'étranger et j'étais entre guillemets à la rue parce que juste avant j'avais quitté mon appartement, j'avais tout mis dans un box et je suis partie vivre plusieurs mois en Asie. Mais je suis revenue, j'avais déjà mon emploi. Et en fait, pendant les premières semaines où j'ai travaillé, j'étais SDF. En réalité, certes, j'étais hébergée chez des amis, mais en réalité, j'étais SDF puisque j'avais pas mon propre logement. Et donc, il fallait que je cache de l'argent de côté pour avoir la caution, etc. Surtout que un loyer, c'est cher et devoir sortir 2-3 fois le montant d'un loyer comme ça, pour moi, c'était un petit peu trop élevé et c'est pour ça que le fait d'avoir Action Logement qui prêtait à taux zéro en fait jusqu'à 1200 € avec un remboursement de 50 € par mois et en plus les 50 € par mois on ne commence pas à les rembourser tout de suite, hein. On les rembourse quelques mois après. Moi, je sais que j'ai emménagé dans mon logement en février et j'ai dû commencer à payer que au mois de septembre. Donc, c'est vraiment des choses qui sont faites pour nous aider à avoir un accès au logement. Et il y a des aides qui sont là pour nous aider à maintenir le logement. Et je vois le nombre de SDF jeunes dans la rue qui n'arrête pas d'augmenter et ça me rend hyper triste parce que il y a un cercle vicieux. Pour trouver un travail, il faut un logement et pour avoir un logement, il faut un travail. Moi, j'ai eu la chance de trouver le travail tout de suite et ensuite pouvoir faire des démarches pour trouver un logement, mais tout le monde n'a pas vraiment eu ce coup de pouce. Et il y a un autre souci, c'est que moi je suis quelqu'un qui adore voyager et justement là j'en ai un petit peu subi les conséquences. Je me dis comment fait-on quand on est locataire et qu'on adore voyager? Moi j'ai essayé de mettre mon ancien appartement, celui où je suis restée environ 4-5 ans, en sous-location. Donc mon propriétaire avait accepté, mais si je partais 6 mois, il fallait que je donne les 6 mois de loyer d'un coup. Donc moi, ça m'intéressait pas parce que la personne n'allait pas me donner 6 mois de loyer en avance si je mettais en sous-location. Et c'est pour ça que je me suis dit, je pars en Asie, je sais pas combien de temps je vais rester, je ne pourrais pas avoir la main sur la personne pour vérifier mon logement, etc. Et je savais pas si c'est une personne fiable parce que on connaît pas forcément tout le monde. Donc moi, j'avais choisi de lâcher mon appartement. Et je m'étais dit, il y a plusieurs solutions, soit je prends Airbnb, et en prenant un Airbnb, je peux prendre au mois et ça coûte moins cher. Mais moi, j'étais face à une problématique bien particulière, c'est que j'ai un animal, j'ai un chat, qui apparaît souvent dans mes vidéos par surprise. Et je me suis dit, avoir un chat avec les cautions, il risque de dégrader le truc, vaut mieux que j'ai mon chez moi. Et j'ai pas les moyens de vite trouver un appartement et tout meubler. J'ai certains meubles et pas tout, donc je prends toujours des meublés. Et j'essaye d'avoir le moins de meubles possible. Je prends le meublé, c'est juste pour avoir une cuisine qui est fonctionnelle, qui ait un minimum de choses qui sont déjà dans l'appartement et que moi je complète parce que j'ai déjà pas mal de meubles chez moi et c'est juste pour compléter parce que je n'avais pas encore tout. Et là, ce logement, je l'ai pris, il était complètement vide, il y avait juste la cuisine qui était faite. Et donc du coup, j'ai pu mettre tous mes meubles et je rachète le complément. Là, c'est un appartement que j'ai acquis, je suis extrêmement contente parce que je suis beaucoup soulagée parce que c'est en rez-de-chaussée et quand on a un animal, même si il est pas extrêmement lourd, ça marche un peu, ça peut déranger les voisins d'en dessous. Donc j'ai un espace jardin que je peux pas encore exploiter parce qu'il fait pas très chaud. Je me dis pour un animal, c'est parfait.
et je sais que je peux le mettre en location quand je pars et je reviens, j'ai pas de soucis. Et quand j'ai voulu entamer toute cette démarche, j'ai eu énormément de soucis justement pour ce logement. Partout où j'allais, c'est des formulaires à remplir. C'est très compliqué pour avoir ce logement parce que j'ai dû d'une part avoir une certaine stabilité au niveau du travail pour pouvoir l'acquérir. Donc c'était bon, bah on arrête d'avoir une mission, de aller un mois ou deux par-ci. Voilà, il faut vraiment avoir une certaine stabilité. C'est possible d'acheter en tant qu'intérimaire, mais on vous dit il faut que votre compagnon soit en CDI ou fonctionnaire. Et quand vous êtes seul, vous êtes face à un mur. Vous devez donner encore plus de documents, c'est-à-dire que on revoit tous vos fiches de paye jusqu'à 2-3 ans pour prouver que, en fait, en tant qu'intérimaire, pendant 2-3 ans, vous avez travaillé en continu et que vous n'avez jamais eu de pause et que vous n'êtes jamais resté sur la paille longtemps. On épluche tous vos relevés bancaires et en fait vous vous mettez à nu devant les différents courtiers ou différentes banques puisqu'on fait appel à la comparaison. Là en ce moment c'est vraiment la bonne époque pour acheter, les taux sont très bas. Il y a 20-30 ans les taux c'était pas du tout ça. Donc je me dis en tant que voyageur, avoir accès à la propriété, c'est un bon moyen en fait d'acheter, de le mettre en location quand on n'est pas là et on revient. On n'a pas besoin d'avoir un accord d'un propriétaire. Et j'étais vraiment frustrée à chaque fois que je remplissais un document de voir la catégorie de deuxième acheteur. En fait, intérimaire achetant seul, c'est pas quelque chose de commun. Donc du coup, on est dit oui, votre compagnon il est pas là, vous achetez vraiment seul. J'ai reçu que ce document. Il manque. Où sont les documents du deuxième acheteur? En fait, c'est pas encore dans les normes qu'une jeune femme de 30 ans va l'acheter seule et a fait beaucoup d'intérim dans sa vie. Et toute la paperasserie, les frais de notaire, etc. qui rentrent et qu'on voit les sommes qui partent et la difficulté. Et on n'a pas un vrai suivi, un coach qui me dit voilà, ça passera comme ça. Vous avez du mal à faire confiance à tout le monde parce que tout le monde est là pour prendre une partie de son argent. Ils sont là pour faire travailler leur dossier et tout. Donc vous êtes un peu démunis. Et même le jour de la signature, on venait pas me voir moi. Mon père était là avec moi et je m'en rappelle et on me dit c'est vous qui... Bonjour, c'est vous qui achetez non, en fait, c'est moi, j'achète toute seule. C'est ah, excusez-moi, mais on sent le regard et puis les remarques, c'est ah, t'as acheté, mais tu fais pas de l'intérim. C'est toutes ces remarques qui vous disent, mais en fait, je ne vais pas comme tout le monde et c'est beaucoup plus dur. Et il y a aussi les relations qui changent, c'est qu'on se dit on n'en parle pas, comment les gens vont réagir dans l'entourage. Donc moi, je parle plus de déménagement, peut-être un peu par pudeur. Et je me dis, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que j'ai réussi à faire, parce que c'est un projet qui date depuis longtemps, puisque les gens ils pensent que c'est quelque chose, je me suis réveillée un matin, je veux d'acheter, non. Ça fait des années que je cherche des appartements, ça fait des années que je fais des visites, je regarde sur internet, je surveille le marché, et là je sais que le marché il est vraiment au mieux. J'ai visité des logements dans des quartiers qui m'ont pas du tout plu, je suis quelqu'un qui est très difficile, et là j'ai trouvé la perle rare. Voilà, j'ai eu de la chance, j'ai signé mon compromis cet été et j'ai pu signer mais bien plus tard parce que les dossiers ça prend du temps, entre les banques, les documents des notaires, parce que j'avais 2 notaires, le mien plus celui de l'acheteur, que tous les documents soient mis bout à bout, que les dossiers complets sont envoyés à la mairie, puisque c'est important que la mairie soit au courant. Donc il y avait tout ce côté administratif qui a vraiment retardé les frais de déménagement, etc. Et je savais tout ce coût en fait. J'ai eu la chance, j'ai des parents qui m'ont beaucoup aidé dans ces démarches, mais ça affecte beaucoup aussi les relations amicales. C'est que quand vous avez un projet, vous ne voulez pas forcément trop en parler, vous devez faire des sacrifices. On ne peut pas avoir un train de vie très important, sortir régulièrement tous les soirs et mettre de l'argent de côté parce qu'on aimerait acheter. Du coup, entre guillemets, on peut perdre des amis, on peut mettre en péril certaines relations et on peut se retrouver un peu plus isolé. Moi, ça a été un peu mon cas parce que j'ai moins fait de sorties. J'ai beaucoup revu mes priorités et malheureusement, mes amitiés ont changé. Certains de mes amis se sont montrés très présents et qui m'ont beaucoup soutenue parce qu'ils étaient au courant du projet du début jusqu'à la fin. Et d'autres, je m'en suis un peu plus éloignée parce qu'on me voyait moins présente. C'est ah oui, tu dis toujours que tu peux pas. Et on critiquait un peu ma façon de voir les choses.
que par exemple je vais moins sortir, mais on me voit quand même sortir. On me dit oui, tu dis que t'as pas d'argent pour sortir, mais on doit sortir. Seulement voilà, moi j'avais un budget alloué, faire mes calculs en termes de sortie, et je ne dépassais pas ce budget. Il faut savoir que avant de partir en Asie en 2017, j'étais un peu comme tout le monde. Il m'arrivait assez souvent d'être en découvert, même tous les mois. Je savais que je devais pas rester dans le rouge plus qu'15 jours, sinon j'allais avoir des problèmes avec ma banque. Et quand vous partez à l'étranger, il n'y a pas de découvert. Vous avez l'argent du pays, vous avez 200 bahts, le truc coûte 205 bahts, vous avez que 200 bahts avec vous, vous ne pouvez pas l'acheter. Et je suis revenue avec une autre mentalité d'Asie en disant les découvertes c'est quelque chose qui est fini. Je peux pas avoir un salaire qui tombe par exemple de 2000 euros et commencer avec moins de 2000 euros parce que j'ai un découvert. Et c'est un engrenage. J'ai arrêté tout ce qui était débit différé, etc. J'ai fait table rase sur ça. Je voulais que du débit immédiat sur mon compte. Et ça change en fait d'avoir une autre façon de gérer l'argent. Donc si je peux me permettre de donner des conseils, moi j'ai 2 comptes bancaires. J'ai un compte principal français où j'ai tous mes sous qui arrivent, mon salaire, etc. Mes dépenses primaires, tout ce qui est facture, tout ce qui est prélèvement, tout est pris sur ce compte-là. Et j'ai un compte annexe. Donc mon compte annexe où j'ai une carte, on peut avoir une carte gratuite, il y a des cartes de compte en ligne. Je vais pas faire la promotion des cartes, je vous laisse choisir celle qui vous plaît le mieux. Je vais pas mettre un produit en avant parce que il va peut-être pas vous correspondre, mais moi j'ai une carte, c'est un compte allemand que j'aime beaucoup. C'est gratuit en termes de frais à l'étranger. J'ai plein de retraits aussi qui me sont octroyés gratuitement. Et du coup, c'est une carte où j'ai 500 euros, j'ai 500 euros. Donc, je ne peux pas être en découvert sur ce truc. Et c'est pour moi, c'était très pratique, c'est que je mettais tout ce qui est plaisir là-dessus. Donc, une fois que tous mes frais fixes étaient mis dessus, etc., j'avais le surplus qui était transféré sur cette carte parce que j'avais calculé. Et je savais que lorsque j'avais 200 euros, c'était 200 euros de plaisir. Et je mettais l'argent justement pour tout ce qui est vraiment restaurant, shopping et autres. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait à toujours être positif et ne plus être dans le rouge. Je peux avoir un incident en termes de virement qui arrive un peu plus tard et autres, mais j'ai jamais eu des incidents où je suis dans le rouge pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est quelque chose que j'ai vraiment banni et ce qui m'a aidé en fait à créer ma stabilité financière pour pouvoir acquérir. Après, c'est plein de petites astuces que j'ai pris de mieux gérer mon argent et de faire des économies et en même temps d'être plus sur l'écologie. Donc, il y a plein de produits qui sont faits maison que je fais. J'ai plein de recettes sur mon Instagram. Donc, ma lessive est faite maison, mes déodorants sont faits maison. J'ai plein de produits cosmétiques qui sont faits maison. J'achète vraiment tout ce qui est basique. Et je fais mes compos moi-même, donc ça va du bicarbonate de soude, du savon noir. Donc j'ai tous ces éléments-là qui fait que, certes, j'ai beaucoup dépensé au départ pour tout acheter d'un coup, mais voilà, c'est des choses qui restent très longtemps, qui se conservent très bien. Et voilà, mes produits vaisselle sont faits maison, soit le liquide vaisselle ou pour la machine à laver. Il y a d'autres recettes que je vais continuer à mettre parce que là, j'ai découvert qu'il y avait des super bonnes recettes pour avoir des bombes pour les toilettes et je me dis, faire sa lessive maison, etc. Ça aide à faire des économies, c'est plus écologique. J'achète en vrac, je mange mieux, je fais des petites courses, j'essaie d'être le plus minimaliste possible et c'est ce qui m'a permis en fait aujourd'hui d'avoir ce logement. Et c'est avec tous ces efforts que j'ai fait que j'ai pu avoir ce logement. Certes, j'ai eu de faire des sacrifices dans cette acquisition, mais je les regrette pas. Donc là, ce que je pourrais conseiller à tout le monde, c'est regarder, faites un point sur vos dépenses. Moi, j'ai un tableau Excel où je sais ma situation, elle est par tel jour. Donc là, mon salaire, il arrive, je mets la date de mon salaire et je mets les dates de valeur de tous mes prélèvements et autres. Je mets des cases, tout ce qui est extra, tout ce qui est vraiment rudimentaire et tout ce qui est automatique et qui est essentiel, genre tout ce qui est électricité, loyer ou crédit immobilier et bien sûr tout ce qui est crédit. Et de regarder en fait le coût, comment faire attention à toutes ces dépenses. Et aussi penser à placer, parce que moi j'ai placé de l'argent. J'ai eu la chance d'être dans CDI pendant des longues périodes, donc j'ai des plans épargne entreprise où j'ai pu mettre l'argent dessus. Il y a les PEL, il y a les multi-assurances vie, donc toutes ces dispositions fait que j'avais l'argent aussi un peu de côté et que j'ai libéré quand j'ai voulu acheter mon logement.
petite aparté par rapport au plan épargne entreprise. Il faut savoir que lorsque vous débloquez l'argent, ça peut être qu'une fois pour le seul motif. Donc si vous achetez un logement principal, ce qui est plus judicieux, c'est vraiment de tout prendre et de tout sortir, parce que pour l'achat d'un logement, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Donc après, il y a différents types de déblocage. Il faut savoir qu'il y a le plan épargne entreprise normal et le PERCO qui est pour la retraite, mais vous pouvez aussi toucher dans la retraite pour avoir accès au logement. Le PE est beaucoup plus flexible et le PERCO un peu moins. Après, vous avez toujours les déblocages anticipés pour action, et après, en fonction de tout ce que vous placez, il y a une période par exemple de 5 ans où vous ne pouvez pas toucher l'argent, mais après, vous pouvez débloquer. Et lorsque vous débloquez cet argent, vous payez des frais dessus. La seule façon en fait d'éviter de payer des frais, etc., c'est quand il y a des projets immobiliers derrière et que c'est pour l'achat d'un logement et que c'est basculé directement pour l'acquisition, ou bien si vous avez un plan épargne entreprise et vous voulez pas payer des impôts dessus, et ben le mieux c'est de laisser l'argent dessus et faire en sorte que l'abondement de l'entreprise se fait pour grossir l'argent, et de le laisser travailler pendant un moment et faire différents pilotages. Un pilotage un peu plus sécure et un pilotage avec un peu plus de risques, mais qui permet d'avoir plus de rentrée d'argent, et vérifier régulièrement et se connecter régulièrement pour vérifier que l'argent est productif. Il faut savoir que même si vous avez quitté l'entreprise, vous pouvez garder ce PE, seulement c'est vous qui allez payer les frais, parce qu'avant c'était votre entreprise qui payait les frais entre guillemets de gestion du compte, et que vous pouvez faire des versements vous-même. Ça peut être un versement ponctuel ou ça peut être des versements récurrents. Donc voilà un petit peu comment j'ai accédé à la propriété, et j'en suis très fière et je suis vraiment très contente. Pour moi, c'était pas un chemin très facile, et c'est quelque chose que je trouve qui va m'apporter un peu plus de stabilité dans ma vie, puisque quand je vois le nombre de personnes dans la rue qui sont très âgées, qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ont loué pendant des années et ils n'ont pas pu acheter, et qu'ils avaient un loyer qui était tellement pas cher que quand il y a eu des reventes, ils se sont retrouvés démunis. Moi, je me sens beaucoup mieux maintenant, je me sens beaucoup plus apaisée, parce que je sais que on peut pas me mettre dehors, parce que si mon propriétaire décidait de revenir dans l'appartement, s'il le louait à un autre qui décide de faire la location pendant un certain temps, mais après il décide d'arrêter, je me retrouve à la rue en fait, et de devoir retrouver un logement. Et maintenant, je n'ai plus de problème. Après, tout le monde n'a pas ce choix. Il y a plein d'aides. Je veux bien vous aider si vous me laissez un commentaire, si vous avez une situation bien particulière, comment faire, notamment avec les prêts conventionnés. C'est pas toutes les banques qui le font, mais peut-être que votre banque en fait partie. Je vous mettrai les liens dans la description, et comme ça, vous pouvez cliquer dessus et vous renseigner. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos, et en attendant, portez-vous très bien.